Oui, mais en fait, je vais faire un double talk très rapide parce qu'il fallait qu'on parle des bactéries associées des cyanobactéries, ce que vous a introduit Olga, puis également quelque chose qui peut intéresser pas mal le monde ici, c'est ce qu'on va sortir des pipelines d'analyse de bioinformatique, de transcriptomique, etc. Donc quelque chose qui est très intéressant, comme vous l'a présenté Olga, on a pris, donc on a isolé, c'est pas moi d'ailleurs, c'est Alexandra, Nathalie, Nicolas, etc. qui ont isolé, qui sont allés chercher des cyanobactéries, des colonies, et on a effectivement 21 échantillons du Canada, 11 du Brésil. Alors on n'a pas vraiment des time series comme j'ai indiqué, c'est plutôt des duplicats, puis c'est des choses qu'on a pu conserver en laboratoire depuis très longtemps. Et c'est ce qu'on a séquencé. Donc ça, c'est les résultats que vous a présenté Olga. Et une première chose très intéressante quand vous séquencez, alors c'est une figure qui a l'air un peu barbare, mais c'est assez facile à comprendre. Quand on séquence en génomique une cyanobactérie, donc elle est indiquée en vert ici, vous avez l'abondance qui est très forte. Et puis ce que vous observez, c'est que vous observez quasiment systématiquement des bactéries qui sont associées. Et il n'y a aucun des échantillons qu'on a séquencés jusqu'ici qui était absent, dont il n'y avait absolument pas de traces bactériennes. Alors ça peut représenter en général les cyanobactéries, quand vous prenez une colonie, c'est 80% à 90% de la cyanobactérie, mais vous avez toujours 10 à 20% de bactéries associées, qui sont pourtant, on ne pense pas que les gens qui ont travaillé avec nous ont mal travaillé, c'est toujours des conditions axéniques. Et là, vous voyez, Olga, vous avez dit que la taille en fait, d'une cyanobactérie, c'est à peu près 4,5 millions de paires de bases. Et au minimum, quand on séquence ça, on obtient 18 millions de paires de bases. Ce qui veut dire que, en fait, on a presque 3 fois plus d'ADN, donc 3 fois plus potentiellement de gènes qui accompagnent en fait, la cyanobactérie, même si ces bactéries restent à un niveau inférieur à la cyanobactérie. Donc ça, c'est le cas minimal. On a toujours à peu près une bactérie associée et quelques autres types de séquences qu'il est difficile de classer, que vous voyez ici en jaune et en vert. Puis vous avez des cas extrêmes. Donc ça, vous voyez la petite colonie verte, c'est en bas. Ça, c'est c'est normalement une colonie qu'on a séquencée de cyanobactéries. Et là, vous avez jusqu'à 14 bactéries associées. Et là, vous avez un total de 150 mégabases, c'est-à-dire que vous avez 10 fois plus d'ADN, 9 fois plus d'ADN bactérien que d'ADN de cyanobactéries. Et puis alors ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est dit peut-être qu'on a tous travaillé mal, peut-être qu'on est dans les mauvaises conditions, donc on s'est amusé à re-regarder les séquences de référence des cyanobactéries. Alors vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent que les cyanobactéries elles ont été cultivées de manière axénique, c'est-à-dire qu'elles sont totalement exemptes de bactéries. Et en fait, quand on réanalyse avec les outils d'aujourd'hui une des souches de référence ici d'Aeruginosa, vous voyez bien la séquence verte qui est ici, c'est la séquence de cyanobactéries, mais il y a également des bactéries associées qui sont assez comparables à celles qu'on observe dans nos échantillons. Alors pourquoi on observe ça? Parce que nous, on a séquencé de manière très très profonde en fait ces échantillons. Et probablement que les gens qui ont séquencé ici ont considéré qu'en fait les petites séquences qui sont associées sont des séquences qui sont de l'ordre du bruit de fond. Donc il y a quelques personnes qui en parlent dans les publications, mais ils ne décident pas de dire qu'il y a systématiquement des bactéries associées. Alors c'est très important si on veut comprendre la génomique et si on veut comprendre l'évolution, et même si on veut travailler sur les blooms, parce qu'on ne peut pas considérer une cyanobactérie toute seule, on a besoin de considérer tous les gènes qui sont associés. Et ça, ce qu'on a fait, sur les 50 échantillons, en fait, on a fait un réseau de gènes, comme on ferait une espèce de réseau un réseau social. Alors en fait, dans ce réseau que vous voyez à gauche, ça c'est le réseau général. En fait, chacune des boules, c'est une des bactéries associées ou une cyanobactérie. Et puis c'est exactement comme un réseau social. Plus vous êtes proche d'une personne, plus vous avez de liens, donc plus vous êtes proche dans le réseau. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut d'ores et déjà en fait éliminer la contamination parce qu'on voit qu'il y a des espèces de réseaux qui sont partagés entre le Brésil et le Canada par rapport à des séquences de référence également. Et on voit également sur la droite que vous avez aussi des effets géographiques, c'est-à-dire qu'il y a des bactéries qui sont spécifiquement associées à certains échantillons du Brésil et à l'inverse certaines cyanobactéries qui sont spécifiquement attachées à des cyanobactéries canadiennes. Quelque chose auquel on s'est intéressé, je vous avais dit qu'on avait des duplicats. Donc ici, on a 2 exemples de duplicats. Alors c'est un résultat qui est relativement contre-intuitif. Donc il y a T1 et T2 dans les 2 cas. On voit que, alors il y a à peu près, je pense, 5 à 6 ans de différence entre les 2 différents séquençages. Et en fait, la plupart des bactéries associées sont relativement stables en culture, ce qui laisse penser qu'en fait on a une communauté qui est relativement homogène et qui perdure dans le temps. Et par contre, on voit apparaître la plupart du temps des nouvelles bactéries au bout de 5 ou 6 ans. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Ça peut être de la contamination éventuellement, mais on peut aussi penser qu'on avait des bactéries qui à l'origine étaient à un état cryptique, qu'on n'était pas capable de détecter, et qui ont grandi au fur et à mesure que la colonie s'est développée. Dans tous les cas, la conclusion de ça,
c'est que, eh bien, il faut considérer les microcystis non plus comme un seul génome, mais comme une communauté. On sait, alors Olga a fait un travail sur une des bactéries qu'on trouve très fréquemment avec l'ensemble des microcystis, et on voit clairement une coévolution dans la phylogénie. Donc on sait que ces associations ne sont pas des associations nécessairement récentes, mais sont des associations qui sont probablement très anciennes. Enfin, on arrive à voir des patterns géographiques. Et en fait, en bas, c'est exactement ce que vous présentez, Olga. En fait, vous avez une colonie, mais il ne faut pas considérer une colonie, il faut considérer maintenant une colonie avec un certain nombre de bactéries associées. Ces bactéries associées, elles peuvent très probablement, c'est ce qu'on est en train de le point sur lequel on est en train de travailler en ce moment, c'est savoir quel est l'aspect fonctionnel, quelle grande fonction à quoi elles servent, grosso modo, pour la colonie. Et en fait, c'est un peu considéré, ce que j'ai mis à droite, comme exactement vous, avec votre microbiome intestinal. Il faut considérer qu'il y a un ensemble il y a une diversité qui va assurer un certain nombre de fonctions qui sont très probablement importantes pour l'évolution de la cyanobactérie. Donc ça, c'était les conclusions pour la première chose. Maintenant, je vais vous parler, alors très brièvement, puis c'est très simple, ce que j'ai fait sur ce qu'on va faire sur les approches de métaomique et les pipelines de bioinformatique qu'on est en train de développer dans le laboratoire. Alors, on va avoir 3 approches dans le projet ATTRAP. D'abord, on va faire ce que Nicolas vous a présenté, donc un marqueur taxonomique très profond, donc on appelle ça le 16S, donc c'est du séquencing d'amplicon. Et ça vous dit quel type de bactéries sont là. On va aussi séquencer tout l'ADN que vous avez dans un échantillon. Ça, c'est la métagénomique. Ça va répondre à 2 questions. Qui est là et quelles sont potentiellement les fonctions que les bactéries qui sont présentes peuvent assurer. Et enfin, on va faire de la métatranscriptomique. Ça, vous allez prendre tous les gènes qui sont exprimés. Et ça va vous dire exactement qui est en train de travailler et quel type de gènes sont actifs dans vos échantillons. Comment on fait concrètement? Donc vous avez l'exemple de 2 génomes, un rouge, un bleu. Bon, on le coupe par des manières mécaniques ou enzymatiques, peu importe. Mais ce qui est important de savoir dans le cadre de notre pipeline, c'est qu'on perd complètement l'information de l'origine chromosomique. On coupe tout et on est perdu. Donc ensuite, on envoie ça au séquençage et on obtient cette espèce de petite séquence assez TAG, donc 150 nucléotides. C'est relativement petit parce que la taille d'un gène bactérien, c'est au moins 10 fois supérieur à ça. Puis par échantillon, on va séquencer 15 à 20 millions de paires de bases. Et on va obtenir des jeux de données qui sont assez gigantesques, qui vont être entre 4,5 et 10 milliards de paires de bases. Et qu'on va multiplier ça dans le cadre d'ATTRAP avec une centaine de lacs, avec des time series et différents types d'approches, métatranscriptomiques, 16S et métagénomiques. Donc ça va générer un nombre assez considérable d'échantillons. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? À partir de ces toutes petites séquences de 150 nucléotides, on peut faire beaucoup de choses. En fait, on peut prédire fonctionnellement ce que c'est. Donc, cette petite partie, elle va matcher sur on va faire des recherches qu'on appelle par similarité. On va regarder à quoi elle ressemble dans les bases de données. Et ça va nous donner une idée de quelle peut être la fonction du gène. Donc quand on va faire ça multiplié par le million de matrices, on va être capable de définir, comme j'ai montré ici, par exemple pour 3 échantillons, sur la fixation de l'azote, on a tant de pourcentage des gènes potentiellement qui dans l'échantillon 1 interviennent là-dedans pour le processing du DNA, le GTP binding. Donc c'est exactement ce qu'on va sortir de ce genre d'études. On peut faire aussi de la taxonomie, c'est-à-dire qu'avec le même genre de séquence, on peut dire qui est là. Alors par exemple, dans le cas ici des échantillons, si vous avez des traces d'Homo sapiens dans vos échantillons, c'est probablement que vous avez mal travaillé, donc c'est contaminé, mais c'est quelque chose qui est important à tenir en compte pour vos conclusions futures. Et par exemple, faire la différence entre un microcystis, un abéna, donc on est capable de suivre sur tous les échantillons qui est là. Ce qui nous intéresse encore plus, en fait, c'est de comparer, c'est pas d'utiliser les petites lectures par petites lectures, mais c'est de réassembler le puzzle. Donc vous vous rappelez ici, je vous avais dit qu'on perdait complètement l'information quand on coupe l'ADN. En fait, informatiquement parlant, on est capable de reconstruire les génomes plus ou moins partiellement. En fait, c'est comme si on avait un espèce de puzzle avec plusieurs millions de pièces. C'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de répétitions dans ces pièces, mais on est capable de reconstruire partiellement les génomes. Et c'est très important en fait dans les échantillons sur lesquels on travaille parce que il y a beaucoup de séquences de référence, mais il y a beaucoup aussi de séquences qui sont totalement inconnues, des bactéries qui n'ont jamais été séquencées. Et c'est important de pouvoir les reconstruire de cette façon-là. Et par exemple, on a des cas, on est en train de travailler avec Nicolas sur des histoires avec des phages de cyanobactéries qu'on peut reconstruire à partir des données métagénomiques, qu'on peut suivre à travers les échantillons. Comme ça, l'évolution entre le phage qui va faire de la prédation sur la cyanobactérie et les cyanobactéries.
Alors, ce qu'on a fait jusqu'ici, eh ben, c'est que alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail. En fait, ce qu'on a fait pour la métagénomique, c'est qu'on a mimé complètement des pipelines de métagénomique qui sont disponibles en ligne, mais dont l'accès est très limité parce qu'on va générer beaucoup de données, donc on ne peut pas se permettre de dépendre d'autres personnes pour l'analyse. Donc ça, c'est un espèce de truc barbare ici. C'est toutes les étapes compliquées qu'on fait pour traiter les données de génomique. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de faire la même chose un peu pour la métatranscriptomique, d'implémenter aussi des algorithmes qui permettent de comparer tous les échantillons entre eux. Et puis, par exemple, de faire... Olga vous a parlé d'une database de toxines, par exemple, de pouvoir vous sortir à vous des matrices qui vous permettent de savoir dans tel ou tel échantillon quel type de gènes de toxines vont être présents, voilà, et pour pouvoir faire des études comparatives. Donc, c'est vraiment le genre de choses qu'on est capable de faire avec la métatranscriptomique, la métagénomique et le CESS. Et je crois que je n'avais pas de conclusion. Donc voilà, c'est très bien, j'en ai fini. Je vous remercie. C'est juste moi qui pose des questions maintenant. Hein? Les autres avaient le droit aussi. Je voudrais savoir, Yves, si tu as déjà commandé ton supercomputer. Non. C'est pas dans le budget du Attrape? La question du traitement, c'est vrai qu'elle est sensible parce que j'imagine qu'on est en train de... Là, moi, le pipeline est adapté pour des stations de calcul assez performantes qu'on a dans le labo, mais c'est sûr qu'il va falloir qu'on travaille avec Génome, probablement le Calcul Canada ou Calcul Québec pour pouvoir processer ça rapidement parce que ça demande de la parallélisation massive. Puis, voilà. I have a serious question. Do you see any signs of specific symbiotic relationships that you see between bacteria and terrestrial plants? And I'll give you as an example atmospheric nitrogen fixation to provide a nitrogen source to the cyanobacteria. Ouais. On a des bactéries qui sont proches d'Agrobacterium là-dedans, donc on pense que c'est la fonction, c'est de fournir de l'azote. Puis on a donc Olga a fait ce travail sur un autre type de bactéries, donc on sait que l'association est quand même longue. Et puis on a travaillé aussi récemment sur les transferts horizontaux éventuellement qu'on peut trouver dans des associations symbiotiques très trucs. On a l'air de trouver des traces de transferts horizontaux entre les cyanos et les bactéries associées, ce qui tend à montrer qu'on a... Exactement.